relation avec l'histoire. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, ce 18 janvier 2022, en ces premiers jours de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, il me paraissait opportun de vous présenter ma vision pour l'Europe. Vous ne serez pas étonnés que cette vision soit l'antithèse de celle défendue par Emmanuel Macron. Et sur ce sujet aussi, l'élection présidentielle sera pour les Français l'occasion de trancher entre deux visions de l'Europe. Celle que portent les européistes, d'une Union européenne oublieuse des peuples et dominatrice des nations, et celle que je porte avec mes alliés européens d'une alliance européenne des nations. Et comme les Français l'ont manifesté lors des dernières élections européennes, il n'y a aujourd'hui plus que ces deux choix. La France est notre patrie. L'Europe, comme aimait le rappeler le général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural est la maison commune des peuples qui la composent. Cette Europe millénaire, berceau de notre civilisation, je ne la confonds pas avec l'Union européenne. Au fil des années, chacun constate que l'Union européenne cherche à évoluer vers un État unitaire, centralisé à l'échelle européenne. L'Union européenne ne conçoit pas l'Europe comme une communauté de civilisation, mais comme un marché, un vaste marché qui a vocation à s'étendre à l'infini au gré des adhésions des traités de libre-échange et dont les frontières s'effacent totalement, devenant ainsi un espace ouvert au trafic et aux migrations. Pour elle, l'Europe n'est plus une histoire plurimillénaire, mais une construction idéologique qui cherche laborieusement à s'inventer une histoire et les attributs factices d'un État. Toute manifestation de l'identité propre de l'Europe, de son héritage chrétien, de la singularité d'un continent nourri de l'esprit grec, de l'ordre romain et du génie propre des peuples se trouve dénoncée et stigmatisée comme si les Européens devaient avoir honte de ce qu'ils sont. Les frontières, comme les diversités nationales, y sont considérées comme des obstacles aux échanges et contreviennent au dogme devenu religieux de la libre circulation. Il n'y a plus de peuple, mais des populations à administrer, plus de citoyens nationaux, mais des producteurs ou des consommateurs. Il n'y a plus de Français, d'Allemands ou d'Italiens, mais des êtres interchangeables venus du monde entier. Pour arriver à cette fin, et pour s'imposer contre la volonté des peuples, l'Union européenne s'est éloignée des sources de la légitimité démocratique, en bafouant le choix des peuples, comme en 2005 en France ou aux Pays-Bas. Parallèlement, l'Union européenne n'a pas hésité à se montrer sans cesse plus intrusive et plus autoritaire, sans cesse plus intolérante à toute opposition et plus hermétique à toute remise en question. C'est dans ce contexte d'une inexorable continuité qu'Emmanuel Macron a choisi d'inscrire la présidence française pour les 3 prochains mois. Il est en effet le seul chef d'État à ne pas vouloir utiliser cette présidence pour faire avancer les intérêts spécifiques de son pays. Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron nous a habitués à communiquer abondamment sur la refondation de l'Union européenne. Nous avons bien sûr tous en mémoire son discours de la Sorbonne, mais au crépuscule de ce mandat, force est de constater que toutes ces annonces n'ont abouti à rien, et notamment à rien de bon pour la France. J'y vois 2 raisons. Tout d'abord, contrairement à ce qu'il veut bien nous faire croire, voire croire lui-même, Emmanuel Macron n'est nullement l'un des grands leaders de l'Union européenne. Tout comme son prédécesseur, il est resté pendant 4 ans le factotum de Mme Merkel. Ensuite, son projet pour l'Union européenne est irréaliste, dangereux et ne trouve aucun soutien au sein d'un grand nombre de nations européennes. Ces nations ont en effet bien compris que derrière cette vision soi-disant française se cache en fait la volonté de l'Allemagne d'imposer son modèle, ce qu'elle fait d'ailleurs depuis des années. Il faut dire que vouloir monter le curseur dans des domaines où l'Union européenne a échoué n'est pas très vendeur. Comment ne pas commencer ce bilan sans évoquer le concept de souveraineté européenne? Que les choses soient claires, tant pour Emmanuel Macron que pour Valérie Pécresse, il n'y a pas et il n'y aura jamais de souveraineté européenne, car il n'y a pas de peuple européen.
Mais au-delà du concept, il y a plus grave. En diffusant cette idée, en faisant par exemple la promotion d'une diplomatie européenne, nous n'avons abouti qu'à une seule chose, la fragilisation, voire l'effacement de notre propre diplomatie. L'actualité est d'ailleurs cruelle et me donne une fois de plus raison. Où est l'Union européenne dans le règlement de la crise ukrainienne, devenue le terrain de jeu d'un débat exclusif entre les États-Unis et la Russie? Où est même la France, pourtant signataire des accords de Minsk et de leur suivi en format Normandie? Avec l'Union européenne, l'Europe n'est donc pas plus forte et plus grave pour notre pays, la voix de la France ne porte plus. Alors comment ne pas être extrêmement inquiet lorsqu'Emmanuel Macron souhaite aller plus loin dans le domaine de la défense européenne, dont le concept même n'existe que dans son esprit? Alors que la France est aujourd'hui la seule nation avec un modèle d'armée complet et une industrie de défense sur l'ensemble du spectre, la volonté d'Emmanuel Macron de mutualiser notre appareil de défense, en particulier avec les Allemands, dont tout nous sépare dans ce domaine, vision géopolitique différente, doctrine d'emploi différente et même stratégie d'exportation différente, cette mutualisation est un risque majeur pour notre indépendance et pour notre économie. Pas de souveraineté européenne, cela ne veut pas dire pas de coopération entre les nations européennes dans des domaines relevant des questions régaliennes. Cela reste tout à fait possible quand plusieurs nations européennes ont des intérêts convergents. Nous le faisons par exemple avec les Britanniques dans le domaine des missiles. Défendre l'idée de souveraineté européenne, comme le font les jumeaux Macron-Pécresse, me paraît en outre totalement incompatible avec la fonction présidentielle gravée dans le marbre de notre Constitution qui fait du président de la République le garant de l'indépendance nationale. Et le positionnement du drapeau européen seul, à la place du drapeau français sous l'arc de triomphe, était à ce titre non pas une erreur de communication, mais un aveu édifiant. Plus récemment, la gestion de la pandémie du Covid a également illustré le vrai visage de l'Union européenne, voulant imposer son idéologie plutôt que de laisser les États soigner leurs citoyens. Alors que la Chine était frappée par les débuts du Covid-19, l'idéologie mondialiste et sans frontiériste de l'Union européenne a empêché les pays membres de fermer immédiatement leurs frontières. Le dogme de Schengen a tout autant retardé le contrôle strict des frontières entre les États membres, laissant l'épidémie se propager. De même, la rigueur aveugle de Bruxelles a toujours inspiré le démantèlement des services publics, y compris l'hôpital, au nom de logiques comptables que nous payons chèrement aujourd'hui, en particulier nos soignants, mais aussi, hélas, leurs patients. Pire encore, la croyance absurde dans un système de production mondialisé a conduit les États membres à délocaliser volontairement plus de 80% des principes actifs des médicaments, mais aussi, vous vous en souvenez, des fameux masques. Enfin, l'Union européenne a voulu centraliser les commandes et la distribution des vaccins au détriment des initiatives pragmatiques des États qui avaient commencé à s'organiser. Résultat, un fiasco monstrueux dans des conditions contractuelles des plus opaques, ayant conduit à des retards par rapport à un pays libre comme le Royaume-Uni. En réalité, l'Union européenne affaiblit la France sur l'ensemble des secteurs où elle était censée la renforcer par la coopération entre États. Ainsi, dans le domaine économique et environnemental, Bruxelles multiplie à travers le Green Deal des objectifs de réduction des gaz à effet de serre tout en promouvant le mondialisme qui fabrique dans des conditions épouvantables des produits que nous pourrions produire localement en respectant nos exigences sociales et environnementales. De la même manière, au lieu de s'inspirer du modèle énergétique français, propre et bon marché, fondé sur le nucléaire et l'hydroélectricité, Bruxelles a été le bras armé de l'Allemagne pour affaiblir cet avantage compétitif français, notamment en refusant au nucléaire le statut d'énergie verte et en lui concédant seulement celui d'énergie de transition, entravant les investissements d'avenir nécessaires à sa pérennisation. Non seulement cette politique folle a aggravé la dépendance du continent au charbon et au gaz, mais elle est chèrement payée par les Français à travers leur facture électrique qui a explosé de 60% depuis 2007 et qui va augmenter de 4% au 1er février, tout en reportant la facture de 20 milliards d'euros que les contribuables devront payer après les élections si Emmanuel Macron est élu. Sans compter, bien sûr, la fragilisation terrible d'EDF, contrainte par un processus tout à fait inouï dans le monde,
à vendre encore plus d'électricité à ses propres concurrents. Annonce, je vous le rappelle, qui a entraîné la perte de 3 milliards de capitalisation boursière en quelques heures. Quand elle ne cherche pas à imposer les intérêts de l'Allemagne, l'Union européenne est le cheval de Troie des multinationales, dont nombre sont plus puissantes que des États membres. Le poids ahurissant des lobbies à Bruxelles conduit à une emprise des intérêts privés au détriment de l'intérêt général, illustré par une folie normative dont la finalité conduit à écarter les TPE-PME au profit des grands groupes. C'est vrai notamment dans le domaine de la construction, mais pas seulement. L'Union européenne parvient même à détruire ce que le général de Gaulle avait réussi. Alors que l'Union européenne avait fait un peu machine arrière sur la PAC, devenue, je vous le rappelle, dans ces dernières années, une machine à broyer les paysans européens, en particulier l'agriculture familiale de qualité, un peu machine arrière en restituant aux nations quelques marges de manœuvre, elle a imposé la politique de la ferme à la fourchette qui va réduire la production européenne de 10 à 30%, entraînant ainsi une augmentation des importations, au moment où nos concitoyens ont plus que jamais besoin d'une alimentation saine, variée, de qualité et de proximité. Cet affaiblissement organisé place notre agriculture dans un étau entre des réglementations toujours plus lourdes et des traités de libre-échange autorisant l'importation de production qui ne pourraient être produites de la même manière en Europe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Résultat, pour la première fois, notre balance commerciale agricole sera en 2023 déficitaire. Quel échec! Et je ne parle même pas du plan de relance annoncé en grande pompe avec Angela Merkel, dont le résultat conduira à ce que la France reçoive 39 milliards tout en garantissant 70 milliards. Pour les plus anciens d'entre nous, cela n'est pas sans rappeler le sketch de Coluche « File-moi ton portefeuille, je te filerai 100 balles ». Enfin, pour conclure ce bilan non exhaustif de l'Union européenne et singulièrement d'Emmanuel Macron, son plus fidèle promoteur en France, un mot sur la destruction de notre identité qui est devenue un leitmotiv des technocrates bruxellois. Si grâce à un travail de fourmi mené par nos députés au Parlement européen depuis des années, nous ne cessons de dénoncer cette politique, le document publié par une sous-commissaire à l'égalité il y a quelques semaines a fait éclater au grand jour le véritable dessein de l'Union européenne, gommer tout ce qui, de près ou de loin, pouvait rappeler nos racines, nos modes de vie, nos us et coutumes, bref, nos identités. Interdiction de parler de Noël, de dire, mesdames et messieurs, rien ne manquait dans ce document. Il faut bien reconnaître que, comme contre la campagne de promotion du hijab, notre mobilisation a porté ses fruits. Il ne faut pas se tromper, c'est la même logique qui amène l'Union européenne à vouloir imposer ses lois par-dessus les constitutions des États. Pour les européistes, rien ne doit venir troubler l'uniformisation totale de l'espace européen. C'est bien leur acte de résistance que j'ai salué à l'occasion de mes déplacements en Hongrie et en Pologne, des pays dont les gouvernements, contrairement aux dirigeants français, ont montré qu'on pouvait refuser de se soumettre aux diktats bruxellois. Et soyez sûrs que je serai toujours aux côtés des dirigeants, à mon avis qui seront de plus en plus nombreux, qui défendent la souveraineté et la liberté de leur pays. Le bilan d'Emmanuel Macron, aussi bien sur la forme que sur le fond, est donc guère reluisant, mais ce qu'il souhaite mettre en œuvre dans les prochains mois est inquiétant. Sous prétexte de souveraineté et de coopération, il s'engage à faire avancer le pacte des migrations, c'est-à-dire dessaisir les États de leurs compétences en matière migratoire, les mettre sous tutelle d'ONG sans légitimité et, en pratique, organiser la submersion démographique de l'Europe. Certains instituts évaluent à au moins 70 millions le nombre de personnes souhaitant se rendre en Europe dans les années qui viennent. Or, la nouvelle coalition allemande, Verts, socialistes, libéraux, qu'on appelle feu tricolore, réclame déjà 300 000 immigrés nouveaux en Allemagne, rien que pour cette année, et la régularisation de tous les clandestins. Je ne suis évidemment pas contrainte de vous rappeler qu'à partir du moment où ils sont en situation légale, ils pourront alors se déplacer dans l'intégralité des pays Schengen. Cette politique, elle est menée sans évaluation des coûts, des conséquences sociales et sécuritaires, sans considération des opinions, sans la moindre consultation démocratique. Un sondage INSA réalisé en décembre 2021 dans 10 pays européens montre que les mesures du pacte de migration sont rejetées par les citoyens. Il montre également que sur un sujet qui met en cause la stabilité de leur pays,
les Européens veulent être consultés. Ça tombe bien, ça correspond au référendum sur l'immigration que je proposerai, en ce qui me concerne, aux Français dès mon élection. Ce n'est sans doute pas un hasard si la Commission n'a programmé sa mise en œuvre qu'après les présidentielles françaises. Aurait-elle peur, peut-être, d'une réaction électorale des Gaulois réfractaires? Vous le comprenez, l'élection française recèle aussi un enjeu européen, en fait, énorme. En votant pour mon projet, les Français ne sauveront pas seulement la France d'une déconstruction organisée, mais l'Europe d'une submersion programmée. L'Union européenne a, par ses excès et par ses outrances, mis en œuvre une véritable ruine de l'Europe. Et à plus long terme, une mise en œuvre d'une ruine de la belle idée européenne à laquelle nous sommes attachés. En matière européenne, nous opposons à Emmanuel Macron une vision nationale, une vision respectueuse des peuples, des histoires et des souverainetés nationales. La thématique européenne est depuis longtemps et dans un but tactique esquivé par nos adversaires politiques. N'ayant pour boussole que l'intérêt national et celui des Français, nous avons toujours fait preuve de pragmatisme concernant les questions européennes. À cet égard, aussi longtemps que l'Union européenne s'est enfoncée dans les impasses technolibérales qui conjuguaient à la fois le pire du socialisme et le pire du libéralisme, notre devoir, vous le savez, nous l'avons fait pendant longtemps, était d'envisager même d'en sortir. Mais depuis quelques années, sous la pression des mouvements patriotes au service des peuples européens, le réel a commencé à rattraper les technocrates bruxellois. Ainsi, les Européens sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de la nécessaire réorientation en profondeur de l'Union européenne. C'est avant tout d'ailleurs en matière monétaire et budgétaire que l'évolution a été la plus spectaculaire et nous l'avons enregistrée. Durant des années, la Banque centrale européenne s'est obstinée à mener une politique monétaire hyper rigide qui ralentissait la croissance économique et les exportations de la plupart des pays européens au quasi seul profit de l'Allemagne. Cette rigueur monétaire était renforcée par un carcan budgétaire imposé par les fameux critères de Maastricht qui condamnaient les pays membres à alterner matraquage fiscal et casse sociale. Alors, ces dernières années, contraintes, il faut bien le dire, par la crise financière de 2008, puis par la crise sanitaire de 2020, puis par les difficultés de la monnaie, la BCE a spectaculairement assoupli sa politique en ayant recours à la création monétaire, sans perdre de vue, nous ne sommes pas dupes, sa volonté désormais plutôt dissimulée de démonter notre système de protection sociale. Ces exigences sur le système d'indemnisation du chômage ou sur notre système de retraite, d'ailleurs, nous le rappellent. Mais cela a permis le maintien des taux d'intérêt exceptionnellement bas. Cette nouvelle approche de son rôle par la BCE marque une rupture historique dans la politique monétaire européenne. Cette conflagration avec le réel a également abouti à la relégation pure et simple des sacro-saints critères de Maastricht, et on ne peut que s'en réjouir, dont d'ailleurs plus personne n'entend parler. C'était la Bible pendant des années, et aujourd'hui, plus personne n'en parle. D'autres évolutions ne sont pas le fait de l'Union européenne, mais des peuples, et même de certains gouvernements européens. C'est le cas précisément de la politique d'immigration et de contrôle des frontières. Ces dernières ont longtemps fait partie des tabous idéologiques de l'Union européenne. La crise migratoire et la vague de terrorisme islamiste qui a déferlé sur notre continent ont provoqué une lente mais significative prise de conscience par beaucoup de peuples européens du danger mortel du sans-frontiérisme et de la submersion migratoire. Aujourd'hui, sur ce sujet, les peuples s'opposent à la Commission européenne. L'Union européenne est sous la pression de citoyens attachés à leur nation et elle sera contrainte, sous cette pression, demain, de se refonder. C'est évidemment notre souhait. Mais le match, je le dis, n'est pas encore gagné avec la Commission et s'il fallait s'en convaincre, le pacte des migrations nous le rappelle. Pourtant, ce sentiment qu'il faut arrêter avec cette folie migratoire est largement partagé par nos voisins européens, comme en témoigne le succès de ceux qui partagent nos convictions, comme en Italie, en Pologne, en Hongrie, mais aussi plus récemment au Portugal ou en Espagne. Si le pragmatisme nous incite à prendre en compte ces évolutions imposées par le réel, le volontarisme nous commande dans le même temps de prendre la tête de cette remise en cause de l'actuelle Union européenne pour permettre l'avènement d'une véritable Europe des nations. Présidente de la République, je porterai cette voix forte de la France dont le continent a besoin
pour basculer vers une Europe des nations. Ce qui était encore impensable il y a quelques années est à présent possible. Dans cette Union européenne, beaucoup, voire presque tout, reste à changer. Au cœur de ce nouveau projet pour l'Europe, l'Europe de la sécurité est évidemment une priorité. Depuis des années, beaucoup promettent de refonder le système Schengen. Aucun ne s'y est vraiment attelé, ni n'a vraiment expliqué comment s'y prendre concrètement, Emmanuel Macron en tête d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai proposé il y a quelques mois le rétablissement des contrôles permanents aux frontières nationales. Ensuite, il sera temps de négocier des accords bilatéraux afin de mettre en place des contrôles simplifiés aux frontières pour les pays, bien entendu, qui maîtrisent drastiquement leur politique migratoire. Autre domaine, le patriotisme économique et l'État stratège. La reconstruction de nos économies européennes au lendemain de la crise sanitaire ne pourra pas se faire dans une Europe ouverte aux quatre vents et refusant de laisser les États membres protéger leurs entreprises, leurs travailleurs et leurs marchés. Après avoir rompu avec la rigidité monétaire et budgétaire, l'Union européenne doit renoncer à être, selon l'expression d'Hubert Védrine, l'idiot du village global, en laissant les États européens défendre leurs champions nationaux et européens et donner la priorité à leurs entreprises dans l'accès à leurs marchés publics. De même, s'agissant de l'instauration de taxes à l'entrée de l'Union européenne, je considère que ce sont bien les États membres qui doivent en bénéficier et non la bureaucratie européenne. Il faut également que nous allions vers une écologie et une agriculture à visage humain. Cela passe par une rupture avec la politique de libre-échange qui constitue la première source de pollution et d'affaiblissement de nos économies. Et en urgence, il faut arriver à obtenir la sortie des produits agricoles de ces accords de libre-échange, notre alimentation n'étant pas un bien comme un autre. Pour ce faire, bien des pistes sont à défendre. Je pense par exemple à la traçabilité des produits alimentaires pour laquelle nous nous battons depuis toujours. L'Europe des nations sera donc celle des coopérations concrètes, librement consenties, qui aboutissent à réaliser des projets ambitieux en matière industrielle, écologique, médicale, technologique, tels que les États européens ont su le faire avec Ariane ou encore avec Airbus. Par exemple, la création de géants français et européens capables de remplacer les GAFA en Europe et de les concurrencer sur la scène mondiale est aujourd'hui une nécessité pour nos pays. Et c'est bien sûr au niveau européen, avec les pays volontaires, qu'il doit être mené. Emmanuel Macron et ses prédécesseurs ont mis la France et les peuples européens au service de l'Union européenne. Notre ambition est de remettre l'idée européenne au service de la France et des nations européennes. Plus que jamais, l'Europe doit être, comme le souhaitait le général de Gaulle, le levier d'Archimède de la France. Notre Europe sera celle de la sécurité que nous devons au peuple européen afin de sauver l'Europe du chaos migratoire. Notre Europe sera celle de la prospérité. Afin de stopper notre déclin économique, nous ferons renaître un modèle européen de développement. Notre Europe sera fière de ses racines et retrouvera le goût de l'avenir. Notre décennie sera celle d'un nouveau printemps européen, d'ores et déjà amorcé de la Baltique à la Méditerranée par les Polonais, les Tchèques, les Slovaques ou encore les Hongrois. Jamais la possibilité de construire l'autre Europe n'a été si puissante. Jamais l'Alliance européenne des nations n'a été autant à notre portée. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet ou sur d'autres qui ne manquent pas.